François Legault, bonjour. Bonjour Esther. Pour cette entrevue, vous avez choisi de nous recevoir dans la cour arrière de votre résidence. J'ai lu que vous n'hésitez pas à recevoir non seulement des amis à la maison, mais des collègues politiques, des candidats potentiels. Vous n'hésitez pas à ouvrir les portes de votre maison. Qu'est-ce que ça nous dit sur vous? Ben, moi, je pense qu'un parti politique, c'est une petite famille. Donc, il faut que les employés, les éventuels candidats, il faut qu'ils soient aussi acceptés par mon épouse Isabelle. Hein, on fait de la politique Une en condition famille. sine qua non? Oui, absolument. Là, si Isabelle ne l'a pas rencontré, ben, il faut encore qu'il y ait une étape de franchie. Donc, c'est ça. Les gens viennent ici. J'ai beaucoup de rencontres à la maison. Les garçons sont partis de la maison, donc on a de la place, on ne dérange pas personne, donc c'est une belle place. Puis j'aime ça avoir des amis. Oui. Hein. Le plus grand plaisir dans la vie, là, c'est un bon souper le samedi soir avec des amis et quelques bonnes bouteilles de vin. Et vous aimez ça, donc les recevoir à la maison. Oui, absolument. Au moment où on fait cette entrevue, on est à exactement une semaine du déclenchement officiel de la campagne électorale. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Bien, je suis fébrile, hein. C'est comme le dernier bout de la campagne. J'ai lancé un nouveau parti il y a 6 ans et demi. C'était pas le chemin le plus court pour aller au pouvoir. Là, ça regarde bien, mais quand même, je prends rien pour acquis. Il reste 40 jours, donc ce sont les derniers 40 jours. Ouais. Donc, puis bon, étant donné que je suis premier dans les sondages, je vois bien que je vais beaucoup me faire attaquer. Moi, je souhaite parler de nos propositions en éducation, en économie, en santé, mais je sais très bien que je vais me faire attaquer, puis que je vais devoir réagir. Donc, un dernier 40 jours. Oui. Bon, vous le dites, 40 jours. En fait, la campagne, de façon officielle, va durer 39 jours. C'est une campagne qui est très longue, on le sait. C'est très exigeant de campagne électorale. C'est 24/7, donc les horaires de fou, les nuits sont courtes, vous êtes scruté à la loupe, les médias sociaux, ça vient amplifier ça. Comment vous comptez vous garder en forme et maintenir votre équilibre pendant les 39 jours de la campagne électorale? Bien, moi, je fais beaucoup d'exercices. J'ai un elliptique, donc j'essaie de faire 40 minutes d'elliptique chaque jour, sauf exception. Oui. Parfois, si on commence trop tôt, je laisse tomber. Donc, être en forme, bien dormir. Pour bien dormir, je lis à peu près 1 heure des romans, n'importe quel livre, des biographies, 1 heure avant de me coucher. Donc, bien dormir. Même en campagne électorale? Même en campagne électorale. Vous réussissez à faire ça? Oui, pour moi, c'est comme, il y a comme une transition là, entre la journée puis dormir, et puis ça s'appelle la lecture. On sait que vous gérez vous-même votre compte Twitter. Est-ce que vous allez le gérer vous-même pendant la campagne électorale? Je vais essayer de le gérer. Évidemment, il va peut-être y avoir moins de messages d'envoyer, il y a moins de temps de disponible, donc je vais continuer à essayer de l'alimenter. Je vais le faire moi-même, ça c'est certain. Je n'ai jamais permis à personne De toucher à votre d'écrire, compte, de toucher à mon compte Twitter. Donc je le ferai moi-même, mais il y en aura peut-être moins de messages qu'actuellement. Mais vous comptez toujours continuer à le faire Oui. vous-même. Lors d'un discours à Shawinigan à la mi-août, vous avez insisté sur le fait, sur l'importance de mener une campagne positive. Oui. Est-ce que c'est vraiment possible, selon vous, de mener une campagne positive, une campagne électorale positive? C'est ce que les Québécois souhaitent. Régulièrement, j'entends dire, nous, on n'aime pas ça les chicanes, on n'aime pas ça quand quelqu'un critique quelqu'un d'autre. Les Québécois préfèrent entendre ce que chaque parti a à proposer. Par contre, c'est comme un peu incontournable. Entre autres, bon, on a un gouvernement, le gouvernement libéral qui est là depuis 15 ans, donc on ne peut pas faire autrement que de faire le bilan de ces 15 années-là. Puis, bon, étant donné que nous, on dit on veut faire mieux, bien là, il faut parfois un peu décrire pourquoi ça n'a pas été mieux dans les 15 dernières années. Donc, il y a toujours un petit peu de négatif, mais moi, ce que je souhaite, c'est vraiment là, que les gens regardent les propositions des différents partis. Ça va être une élection qui va être très différente des élections des 50 dernières années au Québec, parce que depuis 50 ans, l'enjeu principal, ça a toujours été autour de la souveraineté du Québec. Même la dernière élection en 2014, rappelez-vous, Pierre-Carl Péladeau, ça devenait un peu crédible, la souveraineté du Québec. Et beaucoup de gens m'ont dit, dans les dernières années, j'ai voté libéral parce que je voulais être certain de ne pas avoir la souveraineté du Québec. Donc, cette année, même le PQ dit pas de référendum. Ouais. Donc,
enfin, moi je dis enfin, là, on va avoir une élection un peu plus normale où on va parler d'éducation, d'économie, de santé, puis moins de la question constitutionnelle. La campagne électorale va être d'autant plus exigeante qu'il va y avoir 3 débats télévisés des Oui, chefs. Quand même, c'est pas rien. Un le 13 septembre, un autre le 17, un autre le 20. Vous parliez des sondages tout à l'heure. Depuis le début de l'année, la CAQ a été favorisée de façon générale dans oui, les sondages. On peut s'attendre à ce que toutes les attaques soient oui. dirigées vers vous. Est-ce que ça vous stresse, les débats? Bien, c'est un peu stressant parce qu'on joue. Vous savez, quand on est en politique, on présente 125 candidats. Donc, ce sont des individus que j'ai rencontrés presque tous un par un. Je les ai convaincus d'embarquer dans l'aventure. Donc, dépendamment de mon résultat lors des débats, bien, leur sort est lié à mon Mhm. résultat. Donc, c'est très concentré. Oui. 3 débats pendant, disons, 2 heures chaque débat. Oui, je m'attends parce que je suis premier à être attaqué par les 3 autres chefs. C'est peut-être le bout le plus stressant. Je C'est pense que le reste, je trouve ça moins stressant, mais le bout des débats, c'est assez stressant. d'autant plus que vous avez quand même l'expérience des débats parce que vous en avez Ouais. fait lors de l'élection 2012 à l'élection 2014, mais c'est la première fois que vous allez affronter Jean-François Lisée. Ouais. On peut s'attendre à ce qu'il soit un débatteur coriace. La Ouais. première fois aussi que vous allez affronter Mme Massé. Euh, il y a donc une part d'inconnu, même si vous avez Ouais. l'expérience des débats. Quel effet ça a sur vous, cet inconnu-là? Ben, effectivement, il y a toujours une part d'inconnu. On essaie de préparer des réponses potentielles à des questions, mais on ne les sait pas, Mhm. ni les questions de l'animateur, ni les questions des adversaires. Ouais. Donc, il y a toujours une partie d'inconnu. Donc, on plonge et puis on essaie d'être en forme ce soir-là. Oui. Hein, il y a peut-être un plus grand stress pour bien dormir la veille, pour être en forme. Je pense que la clé, c'est vraiment d'être en forme cette soirée-là. Justement, comment vous vous préparez euh, au débat? Est-ce que vous avez beaucoup de monde autour de vous, des conseillers, vous écoutez les gens, vous parlez d'images? De quelle façon vous vous Ouais. préparez pour les Non, débats? j'essaie d'avoir très peu de personnes. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui font des suggestions, qui sont ramassées par 1 ou 2 personnes, mais moi, j'essaie de ne pas avoir trop de personnes. J'ai déjà vu des chefs que je nommerai pas être briefés par 7, 8 personnes qui parfois avaient des suggestions qui étaient contraires l'une de l'autre. Je pense qu'il ne faut pas avoir trop de personnes autour de soi. Moi, j'ai une personne de confiance qui est mon directeur de cabinet. Il y en a un autre qui travaille plus spécifiquement sur le débat. J'essaie de m'en tenir à 1 ou 2 personnes. Que vous allez écouter, mais pas plein de gens Exact. autour de vous. Qu'est-ce que vous allez faire la journée même du débat et l'heure qui précède le débat? Est-ce que vous Ouais. avez des habitudes pré-débat? Bien, on essaie de se calmer Mhm. et d'être en forme. Donc, pas manger trop Ouais. tard, être en forme, peut-être se lever plus tard cette journée-là, étant donné que les débats ont lieu le soir. Donc, moi, je dirais, là, être en forme, être de bonne humeur, Mhm. être serein, pas être, justement, être le moins stressé possible. Arriver dans un bon état Oui, d'esprit. oui, OK. oui, Et oui. dans l'heure qui précède, qu'est-ce que vous faites, règle On va générale? peut-être revoir un peu certains sujets parce que, bon, il y a quand même dans les débats une partie où c'est nous qui décidons des questions qu'on Oui. pose aux autres candidats. Donc, ces questions-là, de bien les maîtriser, Mhm. sujet par sujet, de bien se rappeler aussi l'ordre. Surtout à 4, c'est compliqué. Il y a toujours une partie qui est un contre un, puis ensuite, ben, les 4. Il faut bien savoir qu'est-ce qui vient dans quel ordre Mhm. pour bien préparer nos questions au bon moment. Il va y avoir un débat en anglais le 17. Ouais. Est-ce que ça vous crée un certain inconfort? Non, je m'attendais un peu à ça. Et puis au cours de la dernière année, tout simplement, j'ai beaucoup écouté la télévision en anglais Mhm. pour me faire à l'oreille. Et puis, bon, mon épouse, qui elle a habité 4 ans à Toronto, qui parle beaucoup mieux anglais que moi, Mhm. dit que je me suis beaucoup amélioré. Donc, ça me fait plaisir d'entendre ça. Donc, vous entrez dans ce débat-là quand même Oui, assez confiant. oui, J'aimerais revenir sur les origines de votre engagement en politique. Vous êtes entré en politique sous le PQ en oui. 1998 avec Lucien Bouchard. Vous aviez fait de la politique, vous aviez une vie plutôt avant la politique. Vous êtes un homme d'affaires qui a réussi. Vous n'aviez pas vraiment besoin de faire de la politique, vous, dans la vie. Est-ce que, si je vous demandais, quel est l'événement ou le moment qui vous a donné la piqûre en politique? Est-ce qu'il y a quelque chose Bien, en moi, particulier? j'ai toujours été attiré par la politique. Quand j'étais jeune, René Lévesque,
c'était un idole, là. C'était quelqu'un qui était un héros québécois, quelqu'un qui défendait les Québécois, qui nous redonnait la fierté. Donc, René Lévesque m'a sûrement, jeune, là, je parle à Mhm. 15-16 ans, donné le goût de la politique. Mhm. Bon, par la suite, je suis allé en affaires avec des associés, j'ai bâti Air Transat. Ensuite, j'ai rencontré Lucien Bouchard. Mhm. Et bon, ses enfants allaient à la même école que mes enfants. Je suis allé faire une mission économique aux États-Unis avec Lucien Bouchard. Et à l'époque, il m'avait demandé de devenir ministre de l'Industrie et du Commerce. Commerce. Il y avait quelque chose une suite logique de dire, bien, je suis un homme d'affaires, je vais devenir ministre de l'Industrie et du Commerce. Je peux peut-être aider des entreprises québécoises à se développer. Mais après 3 mois, il m'a demandé de devenir ministre de Mhm. l'Éducation. Après, j'étais ministre de la Santé. Puis après, bien, je suis embarqué dans tout Mhm. ce tourbillon. Ouais. Donc, Mais au départ, donc, ça a été... c'était pas prévu. J'avais pas prévu, moi, faire une carrière en politique. J'avais un intérêt pour la Mhm. politique, mais je suis pas quelqu'un, là, jeune qui s'est dit un jour, je vais faire de la politique. Mhm. J'ai lu quelque part que votre père était très sévère, était très structuré. Et vous, on le sait, vous êtes très axé sur la performance. D'ailleurs, lorsque vous étiez au PQ, ministre au PQ, vous avez instauré les contrats de performance dans les écoles, les universités, les hôpitaux. Est-ce que ce, ce besoin-là, pour vous, de performer, ça vient de votre éducation? Oui. Je pense que oui. Moi, je suis allé à l'école publique, Oui. mais une école publique qui était gérée par des frères puis par des religieuses, à Mhm. Sainte-Anne-de-Bellevue, l'école Mhm. Saint-Georges. Et c'était sévère à l'école. Ma mère était même plus sévère Que votre que père. mon père. Et donc, c'était important, les résultats scolaires. J'ai toujours senti que puis ma mère m'a dit aujourd'hui que c'est moi qui s'est mis cette pression-là. Moi, je pensais que c'était elle, mais de vouloir être le premier de la classe. Et ça, c'est exigeant. Puis pas toujours bien vu pour un garçon, en tout cas dans un milieu populaire. Un garçon qui est premier de classe, c'était pas toujours bien vu. C'était laissé aux filles plutôt d'être première de classe. Donc, peut-être que ça a commencé là, une question d'ambition, vouloir être premier, mais pas l'ambition de façon négative, mais dans le sens de aller au Oui. bout de mes limites, au bout de mon potentiel. Concernant vos convictions, vous Oui, êtes entré en politique, je le disais tout à l'heure, en 1998, sous oui, M. Bouchard, vous nous en parliez, pour faire la souveraineté du Québec. Vous étiez oui, indépendant, vous vouliez la souveraineté du Québec. Vous avez évolué, oui, euh, cheminé. Vous oui. en êtes venu à la conclusion que le Québec pouvait s'épanouir à l'intérieur du Canada. Avez-vous eu l'impression ou le sentiment de piler sur des convictions, piler sur vos principes? Non. Quand j'ai accepté l'offre de Lucien Bouchard, Oui. bon, oui, je savais que j'embarquais dans un parti souverainiste. Pour moi, la souveraineté, c'était un moyen. Hein? Ce n'était pas une fin. Ce qui m'intéressait le plus à l'époque, c'était que l'économie du Québec aille aussi bien que celle du reste du Canada. Moi, je Mhm. n'accepte pas encore aujourd'hui que les Québécois, le Québec, soit moins riche que le reste du Canada, qu'on reçoive ce qu'on appelle de la péréquation du reste du Canada, parce qu'on est moins riche que le reste du Canada. Puis pour moi, la souveraineté, c'était comme un moyen. Un moyen, d'abord, en affaires, si vous m'offrez demain matin d'avoir 100 des actions ou 20-25 des actions, moi, j'aime mieux 100 des actions, d'avoir mon plan d'affaires pour le Québec et de faire les choix dans tous les domaines sans être obligé de discuter avec Ottawa, qui a peut-être d'autres priorités. Mhm. Par contre, j'ai toujours été nationaliste. Puis pour moi, nationaliste, c'est différent que d'être souverainiste. Nationaliste, ça veut dire le français, c'est important de protéger le français. On sera toujours vulnérable, les francophones en Amérique du Nord. Donc, c'est important de protéger le français et de s'assurer que les nouveaux arrivants apprennent le français. Ensuite, même chose avec nos valeurs. Pour moi, c'est important. On a bâti des valeurs, l'égalité des hommes avec les femmes, la démocratie, la laïcité, hein, la différence entre l'État et la religion. Et pour moi, c'est important de protéger ce qu'on est. Mhm. Donc, dans ce sens-là, je suis très Oui. nationaliste. J'aime le Québec. Oui, je me suis réconcilié avec le Canada, mais ça sera toujours le Québec d'abord, mais à l'intérieur du Oui. Canada. Donc, le Québec, pour moi, ça demeure la priorité, ça demeure chez moi. Mais d'en arriver à la conclusion, en bout de ligne, que le Ouais. Québec peut s'épanouir dans le Canada. Est-ce que ça a été
difficile pour vous, François Legault, d'en arriver à cette conclusion-là? Il y a eu un cheminement difficile parce que c'est comme un peu de se dire, est-ce qu'on est capable de gérer nous-mêmes? Bien sûr. Est-ce qu'on est capable de fonctionner avec le reste du Canada? Là, la question était longtemps sans réponse. Mais je me suis rendu compte, d'abord, qu'il y a beaucoup de pouvoirs qu'on a au Québec qu'on n'utilise pas. Il y a des gains importants à faire en éducation, en économie, en santé, qui n'ont rien à voir avec les pouvoirs d'Ottawa dans ces domaines-là. Donc, je me suis d'une certaine façon réconcilié. Bon, le Canada, si je compare le Canada avec les États-Unis, je trouve que les programmes sociaux, en général, sont meilleurs. Il y a un meilleur filet social au Canada qu'aux États-Unis. Je trouve aussi que le Canada nous laisse beaucoup de liberté. C'est certain que je veux aller chercher des pouvoirs additionnels. Oui. Je ne pense pas qu'on va régler ça comme on a essayé de le faire dans le passé avec des négociations d'un grand soir. Je pense qu'il faut aller chercher des pouvoirs en matière de langue. Hein, il n'y a pas de raison pour moi que les banques qui sont de charte fédérale, que la loi 101 ne s'applique pas. En immigration, actuellement, le Québec choisit 60 des nouveaux immigrants, des nouveaux arrivants. Bien, je ne vois pas pourquoi on n'augmenterait pas ce pourcentage-là, entre autres, ce qu'on appelle la réunification familiale. Puis bien sûr, en culture. Donc, dans tous les domaines qui touchent notre identité, notre culture, notre langue, moi, je pense que si on demandait aux Québécois demain matin, êtes-vous d'accord que ce soit le gouvernement du Québec qui gère ça? La réponse majoritaire, ce serait oui. Donc, c'est pour ça que je pense que n'importe quel chef à Ottawa, que ce soit Justin Trudeau, Scheer, Singh, moi, je pense qu'ils n'auront pas le choix, s'ils veulent espérer gagner des votes au Québec, d'accepter les revendications d'une majorité de Québécois. Par contre, je suis très réaliste, là, je ne vois pas la journée où une majorité de Québécois va appuyer carrément un projet de souveraineté du Québec. Vous m'avez dit d'entrée de jeu dans l'entrevue que René Lévesque, c'était votre idole. Oui. Est-ce que vous avez eu justement des maîtres à penser en politique, des personnages qui vous ont inspiré? Bien, j'ai beaucoup aimé travailler avec Lucien Bouchard. Lucien Bouchard, c'est un grand leader. Vous savez, c'est lui qui a atteint la première fois le déficit zéro. Ça n'a pas toujours été facile avec les syndicats, le patronat. C'est un grand leader. Je l'ai vu là, autour de la table du Conseil des ministres. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'ascendant sur tous les ministres. Donc, c'est quelqu'un de qui je peux prendre modèle. Bon, René Lévesque, je l'ai vu de loin. Il avait un charisme extraordinaire, mais je n'ai pas travaillé avec René Lévesque. J'ai travaillé avec Lucien Bouchard, puis j'en garde des très bons souvenirs. Concernant l'image publique, vous savez, si on demande aux politiciens comment ils vivent la critique, parce que la majorité des politiciens vont dire, ben l'image qu'on se fait de moi dans le public, c'est pas la réalité, c'est pas en phase avec la réalité. Depuis votre entrée en politique, il y a des critiques qui vous suivent. Bon, on dit que vous êtes comptable, vous êtes juste intéressé aux chiffres, vous êtes plutôt froid, vous n'avez pas vraiment d'émotion. Pourquoi vous pensez qu'on pense ça de vous? Bien, parce que je suis un homme d'affaires. Bon, j'étais président d'Air Transat, donc j'ai négocié avec des syndicats, mais du côté patronal. Bon, j'ai fait de l'argent en affaires, donc c'est associé à la droite. Pourtant, si on regarde par exemple les programmes électoraux de 2012 ou de 2014, ça a toujours été la CAQ qui s'engageait à investir le plus en éducation. Ça, c'est vu plutôt comme étant à gauche. Moi, je pense que quand on regarde le programme de la CAQ, c'est pas un programme à droite, mais c'est vrai que l'image, puis je le sais, les gens me considèrent que je suis un gars de droite. Moi, j'ai jamais accepté cette étiquette-là. Moi, je me considère comme étant pragmatique. Oui, gérer de façon serrée, avoir moins de gaspillage, moins de bureaucratie, mettre l'emphase sur l'économie, mais en même temps, donner des services en santé puis en éducation à tout le monde, peu importe l'argent qu'ont ces personnes-là. Puis les moins chanceux dans la vie, que ce soit des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage ou des aînés, là. Moi, ça me choque vraiment ce qu'on a entendu au cours des dernières années, ce qui se passe dans nos CHSLD, là. Ça me choque d'entendre ça, qu'on parle du nombre de pains, du nombre de couches de patates en poudre. Je suis vraiment tanné d'entendre parler de ça. Mais est-ce que vous êtes capable d'avoir des émotions? Ou est-ce que vous avez des émotions, vous, François Legault? Bien oui, c'est sûr, parce que, bon,
j'ai 2 fils. Évidemment, ce qui est le plus important pour moi, c'est mes 2 fils, mon épouse. Si eux ne sont pas de bonne humeur, s'ils ne sont pas contents, s'ils sont malheureux, bien moi aussi, je suis malheureux. Donc, c'est important, la famille. Et le Québec, ben oui, il y a des gestes à poser qui sont peut-être plus cartésiens. Je pense entre autres à la santé. Ouais. Moi, je pense que le gros défi en santé, c'est un défi de gestion. Puis on a beaucoup de travail à faire au Québec, entre autres en santé, mais dans beaucoup de ministères, pour gérer d'une façon un peu plus serrée. Puis c'est pas une question d'être à droite ou d'être dur, c'est une question de dire, bon, les gens travaillent fort, payent beaucoup d'impôts, est-ce qu'on peut leur donner des services efficaces? Et ça, c'est vu comme étant à droite souvent. Je vous parle d'émotion, mais vous revenez sur le terrain de la gestion. Je me Oui, demandais quand même, vous avez eu 2 stages en oui. politique. Vous êtes entré en 98, après ça, vous êtes revenu avec la CAQ en 2011. Est-ce que dans vos années en politique, en fait, je vous demanderais, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez trouvé vraiment difficile, vous, là? Oui. Bien, écoutez, vous vous rappelez peut-être, quand j'étais ministre de l'Éducation, Oui. qu'il y a eu le changement de premier ministre de Lucien Bouchard à Bernard Landry, là, on m'avait menacé de couper les augmentations du budget de l'éducation qu'on m'avait promises. Et là, j'ai donné ma démission. Et puis là, Lucien Bouchard était en voyage, il était obligé de revenir. Puis là, j'ai des collègues qui n'ont pas aimé ça, que je menace de démissionner. C'était comme parler contre mon parti. Donc ça, c'était un moment difficile, là. J'avais des collègues que je pensais qu'ils étaient amis. Tout à coup, ils étaient devenus des ennemis. Puis ils n'acceptaient pas que je menace de quitter si je n'avais pas le budget que je voulais en éducation. Il y a une critique qui revient souvent sur vous, sur votre loyauté, votre fiabilité. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, ce que je réponds, c'est que j'ai des principes. Et je suis prêt à tout pour défendre ces principes. Et quand ça ne fait plus mon affaire, pour des bonnes raisons, hein, j'ai les mêmes amis depuis longtemps. Hein, mes meilleurs amis, c'est des gens que j'ai connus à l'école ou au cégep, ou, chez Air Transat. J'ai des amis avec qui je suis loyal. Mais quand au travail, Ouais. à un moment donné, ça ne marche plus, bien, ça ne marche plus. Et je pile pas sur mes principes. Est-ce que vous avez plusieurs amis? Parce qu'on dit que vous êtes quelqu'un de plutôt solitaire. Est-ce que vous avez quand même Non, un bon cercle d'amis? j'ai un bon cercle d'amis. Mhm. Des gens de Sainte-Anne-de-Bellevue, Oui. des gens Des amis avec, d'enfance, oui, finalement. des amis d'enfance, des amis du bureau de comptable où j'ai travaillé, là, qui est Ernst Young, donc beaucoup de gens de Ernst Young. J'ai des gens d'Air Transat que j'ai gardés comme amis. Donc, j'ai des anciens amis. Puis, comme je vous disais, là, moi, le vendredi soir, recevoir 8, 10 amis, c'est mon plus grand plaisir. Euh, le sacrifice de la politique maintenant Oui, sur la famille. Il y a quelques années, j'ai mené une série d'entrevues avec 23 anciens politiciens oui, pour un documentaire politique. J'ai été à même de constater combien la politique, c'est un gros sacrifice qu'on s'impose à soi-même oui, et qu'on impose également à sa oui. famille. Comment vous conciliez votre engagement politique avec le sacrifice que ça vous impose à vous, mais aussi à votre famille? Oui. Bien, moi, je pense qu'il faut être franc, là, ça ne se concilie pas. À un moment donné, il faut sacrifier un des deux. Puis moi, je l'avoue, là, puis je le regrette un peu. J'ai sacrifié un peu ma vie familiale, surtout au moment où mes 2 gars étaient adolescents. Hein, il y a surtout 2 gars ont besoin d'avoir un père qui les remette à leur place, pas les laisser tout seuls avec leur mère. Donc, j'ai été absent pendant leur adolescence. Là, aujourd'hui, ils ont 24, 25 ans. Là, ce qui était très important, c'est qu'Isabelle, là, ça fait 28 ans qu'on est ensemble. Bon, elle n'a jamais été souverainiste, donc elle avait toujours une petite réserve au PQ. Mais avec la CAQ, Isabelle, elle s'implique presque autant que moi. Elle aime ça, puis on fait ça à 2. Hein, la CAQ, c'est Isabelle et moi. Bon, puis étant donné que les gars sont partis de la maison, bien, la seule que je peux priver un peu de mon temps, c'est Isabelle, puis elle comprend. Puis il y a des soirs, c'est moi qui est ici, puis c'est elle qui va faire des activités C'est elle qui fait politiques. campagne. Ouais. Parce qu'on l'a senti lors des 2 dernières campagnes électorales, vous formez une équipe Oui, ensemble. oui, oui. Elle va vous suivre pendant cette Oui, campagne, vous oui, oui. accompagner, je devrais dire, pendant Oui, cette campagne. Oui. oui, oui. Pendant un certain temps, elle va faire des activités seule, mais à un moment donné, elle va être avec moi. J'aime bien l'avoir avec moi dans l'autobus. C'est une bonne conseillère Oui. aussi, tester des idées.
discuter comment on répond à telle proposition de l'adversaire. J'aime bien l'avoir proche de moi. L'effet de sa présence, justement, à vos côtés, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça vous calme, ça vous rend Ouais. davantage serein, ça vous stresse pas? Bien, Isabelle, c'est quelqu'un de party. Mhm, Fait que, bon, elle est capable d'aller avoir du plaisir avec les candidats, avoir du plaisir avec les journalistes. mhm. Comme elle vous le dirait, à 9-10 heures, moi, je vais me coucher, ma journée est faite, mais elle va aller au bar avec les journalistes et puis parler avec eux autres. Et puis, même chose avec les candidats. Donc, elle aide d'une certaine façon à ce qu'il y ait une présence un peu plus longue pendant que moi, je suis en train d'étudier un texte pour la prochaine conférence de presse. Bien, elle peut passer du temps, puis tout le monde l'aime. Hein? Elle est amie avec tous les députés de la CAQ, puis bien, maintenant avec plusieurs candidates de la CAQ. Il y a plusieurs observateurs politiques qui s'entendent pour dire que les chefs des trois principaux partis dans cette campagne-là jouent leur avenir politique. C'est-à-dire Ouais, que dans le cas d'une défaite, ce serait votre troisième. ouais. Comme chef de la CAQ, il y a des décisions qui pourraient s'imposer au lendemain de l'élection. Est-ce que c'est une pensée qui vous habite? Non. Moi, je veux juste penser à une chose, gagner le 1er octobre. Donc, dans ma tête, il y a juste un scénario, un gouvernement majoritaire de la CAQ. Bon, si c'est un gouvernement minoritaire, c'est autre chose. Je vivrai avec ça. Vous Puis envisagez ça je aussi? me poserai des questions le 2 octobre. Mais pour l'instant, la seule Mhm. chose que j'envisage, c'est un gouvernement majoritaire de la CAQ. Est-ce que ça vous arrive de penser à l'après-politique? Bien, l'après-politique ou l'avant-politique, moi, j'ai pris une année sabbatique en Terre Transat, puis la politique. Donc, j'avais pensé à l'époque, à 39 ans, Oui. que je pourrais m'amuser en jouant au golf, jouer au tennis, voyager, mais je me suis rendu compte que j'ai besoin de défis. C'était pas Donc, pour vous. c'est pas pour moi là, le repos, les vacances, le golf, en tout cas pas à temps plein. Donc, il y aura une vie après, Mhm. mais je penserai à ça quand je serai rendu là. Si vous êtes élu le soir du 1er octobre, la première décision que vous prenez le matin du 2 octobre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Bien, Votre première il priorité? faut commencer à penser au Conseil des ministres, il faut commencer à penser au secrétaire général, le patron de tous les sous-ministres. Mhm. Je pense que c'est d'abord à ça, bâtir l'équipe qui va faire les changements. Vous avez dit que le Québec peut maintenant s'épanouir dans le Canada. Quel est votre premier geste envers Ottawa, envers le premier ministre Trudeau? Mais moi, ce que je voudrais dire au premier ministre du Canada, c'est que je souhaite que le Québec contribue économiquement au Canada. Je pense entre autres en énergie. On a de l'énergie propre qui coûte beaucoup moins cher, par exemple, que le nucléaire en Ontario, que certaines centrales au gaz ou au charbon. Donc, de négocier une espèce d'alliance énergétique où le gouvernement fédéral et les autres provinces pourraient travailler avec nous, puis le Québec pourrait vraiment contribuer à la prospérité du Canada. Moi, l'économie, pour moi, là, ça donne le gros bout du bâton. Tant que le Québec sera plus pauvre que le reste du Canada, on n'aura pas le gros bout du bâton pour négocier avec Ottawa. Donc, c'est important qu'on travaille ensemble au développement économique. On a besoin d'Ottawa dans plusieurs secteurs. Je pense, entre autres, j'ai écrit un livre, le projet Saint-Laurent. Oui. Toute la question du transport de marchandises, l'utilisation de nos ports, ça relève du fédéral. Donc, il y aura des négociations, des discussions qui vont toucher, dans le fond, beaucoup l'économie. Je termine là-dessus. Si vous étiez dans le salon d'une famille québécoise et qu'un des membres vous demandait où vous aimeriez voir le Québec dans 20 ans, donc en 2038, Ouais. qu'est-ce que vous répondez? Bien, je voudrais un Québec plus riche, mais ce n'est pas une fin en soi être plus riche. Un Québec plus riche qui pourrait mieux financer nos écoles, mieux financer tout notre réseau de la santé, puis remettre de l'argent dans le portefeuille de la classe moyenne, parce que souvent, j'ai des parents qui me disent, on travaille fort, puis on a de la misère à payer nos factures à la fin du mois, on a de la misère à acheter des vêtements à nos enfants. Donc, c'est ça que je voudrais voir, moi, dans les prochaines années, qu'on travaille sur l'éducation, l'économie, le portefeuille, la santé, puis qu'ils nous disent, ça s'est vraiment amélioré, M. Legault. Merci beaucoup, François Legault. Bonne campagne électorale. Merci, Esther. Merci. Merci beaucoup. Bonne campagne. Merci.